Début 1919, en Allemagne, la révolte gronde. Les puissances impérialistes, vainqueurs de la Grande Guerre, démantèlent les vieilles dynasties germaniques et soumettent son économie au traité de Versailles. Les grèves se multiplient et les insurrections éclatent partout dans le pays. Et dans ce désordre, les ouvriers de Munich se rassemblent et décident de prendre tout simplement le contrôle de la capitale impériale. Ils s'emparent de l'argent liquide et de la nourriture pour la redistribuer à tous. Les appartements luxueux sont donnés aux sans-abri et les usines deviennent la propriété des ouvriers, contrôlées par les ouvriers. Le 7 avril 1919, soit 2 ans après la révolution soviétique, les Munichois proclament la République des conseils bavariés, défendue par une armée rouge composée d'ouvriers. Partout en Europe, le mouvement communiste se propage, et ça c'est très dangereux pour la classe dominante, les bourgeois et les gouvernants, qui peuvent perdre leur pouvoir, leur propriété et sûrement leur vie si la révolution se généralise. Alors, face à la révolution, s'organise la contre-révolution. Karl Mayr, capitaine de l'armée allemande, est chargé de mater la rébellion de Munich dans le sang. Donc après de violents affrontements, l'armée rouge est vaincue, la République des conseils écrasée et l'État allemand reconstitué sous la forme d'un parlementarisme bourgeois. Mais la menace révolutionnaire est toujours là et l'État veut s'assurer que plus jamais les ouvriers ne puissent prendre les armes. Le capitaine Karl Mayr est alors chargé de surveiller les soldats de l'armée qui sont signalés comme ayant une tendance communiste. Et pour l'épauler, il va établir une liste de recrues qu'il envoie dans les casernes pour promouvoir l'anticommunisme, et parmi eux, il y a le caporal Hitler. Et le travail est compliqué parce que face à eux, les anticommunistes ont une société allemande qui est dévastée par la guerre. Les Allemands partis à la guerre ont vécu l'horreur des tranchées. Ils reviennent avec leur gueule cassée, leur traumatisme, sauf qu'ils trouvent ni emploi ni argent. Les petits commerçants, eux, ils avaient tout sacrifié pour la guerre, et quand ils reviennent, ils s'enfoncent eux aussi dans la pauvreté. L'économie de guerre et la perte des colonies imposées par le traité de Versailles a brisé les lignes de production allemandes dont dépendent de nombreux boutiquiers qui font face, comme leurs clients, à de nouvelles pénuries. Des années de guerre endurées par des millions d'Allemands pour aujourd'hui quoi? Se retrouver privés de tout et sans perspective, pris au piège. Ils sont condamnés à vivre dans la souffrance, l'humiliation et la défaite permanente. Et dans ce contexte, la tâche des anticommunistes, elle est très compliquée, vu que de l'autre côté, il est très simple pour un marxiste d'expliquer la crise et la guerre, dire que ça vient du capitalisme, pour le convaincre le prolétaire de renverser le capitalisme. Et pour rappel, les soviétiques, ils ont fait leur révolution dans une période de guerre et de pénurie. Donc c'est un peu tendu, hein. Il faut d'urgence un nouveau discours qui condamne le marxiste pour préserver l'ordre capitaliste tout en proposant une alternative pour que les masses qui subissent la pauvreté et la guerre s'en emparent. Après avoir passé du temps à se former dans une université bourgeoise antisémite, le caporal Hitler va donc dans les casernes et il est redoutable. Il est un très bon orateur et il parvient à attacher derrière lui de nombreux soldats. Son anticommunisme fonctionne. Et ces petites initiatives vont prendre très rapidement une très grande ampleur. Quelques riches mécènes de la bourgeoisie allemande débloquent des fonds pour monter des troupes paramilitaires pour lutter directement contre le mouvement communiste. Et qui se retrouve à la tête d'un de ces groupes de mercenaires? Le caporal Hitler, chargé donc d'éviter la révolution et de servir les intérêts de ses patrons. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Actu Réfractaire, vous regardez le 6e épisode de notre série sur le capitalisme. Petit mot pour vous dire qu'on est en plein financement, on a 3 mois pour réunir 130 000 € pour pouvoir continuer notre travail et nos vidéos, donc si vous trouvez que ce qu'on fait est utile, tous les liens sont en description. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce que les manuels d'histoire ont oublié de préciser concernant les nazis. Reprenons notre histoire. Quels sont les riches mécènes qui ont soutenu Hitler et tant d'autres groupes anticommunistes après les tentatives révolutionnaires de Munich? Pour le comprendre, il faut analyser un petit peu plus la situation du pays. En 1918, le traité de Versailles met fin à la guerre et impose des mesures drastiques à l'économie allemande. Réquisition des quelques colonies allemandes, perte de territoire, dot colossale et limitation de l'armée. La plus puissante industrie d'Europe, bâtie sur une économie de guerre composée d'immenses cartels et d'immenses usines ultra productives, se retrouve sans armée pour lui acheter sa marchandise. Quant à la population, elle a quasiment plus rien et ne peut pas acheter des produits industriels.
industriels. En cause, un taux de chômage qui dépasse régulièrement les 30%, une hyperinflation qui détruit toute l'épargne, des augmentations permanentes de taxes, une baisse continue de l'indemnité chômage. Bref, si déjà il est dur de trouver à manger, c'est pas les Allemands qui vont acheter des voitures et lancer un tout nouveau cycle de production comme aux États-Unis. De plus, l'Allemagne est très avancée industriellement, donc ça veut dire concrètement que toutes les lignes de train, les routes ou les usines rentables ont déjà été construites. Impossible aussi de se développer dans des colonies qui ont été perdues, des colonies dans lesquelles les industriels allemands avaient construit des infrastructures et qui ont été réquisitionnées par des impérialistes étrangers. Évidemment, les grèves se multiplient et perturbent le peu de production encore en marche dans le pays, et rajoutent à ça un gouvernement instable qui ne sait pas résoudre cette crise interminable. Bref, la bourgeoisie de l'industrie lourde est prise au piège à l'intérieur de ses propres frontières, incapable de trouver des débouchés et de générer des profits. Donc, les quelques bourgeois allemands qui contrôlent l'industrie lourde à travers des cartels immenses, s'organisent et se disent qu'il est peut-être temps de réagir en commençant par le plus urgent, abattre une bonne fois pour toutes le mouvement révolutionnaire. L'industrie lourde, les banquiers qui y sont attachés et les propriétaires terriens financent alors de nombreux groupes paramilitaires anticommunistes dans le pays où, justement, le Parti communiste est le plus puissant d'Europe. À ces mercenaires des cartels, on leur offre le pain, des armes et des véhicules pour sillonner tout le pays. Leur travail est simple: aller dans les nombreux bastions communistes, détruire leurs locaux de rédaction, assassiner leurs militants, perturber les conseils municipaux communistes avant d'occuper militairement les villes et installer un climat de terreur. Ils fondent même leurs syndicats pour appeler à des grèves lorsque celles-ci sont inévitables. Ils prennent ainsi les rênes de grandes manifestations en s'appliquant à ce qu'elles ne débordent jamais en révolution. Ces groupes, on les a appelés les faisceaux en Italie, qui donnera ensuite le terme fasciste. Si au début ces groupes sont nombreux, le grand capital les organise comme une seule armée unique avec à leur tête des leaders charismatiques qui n'ont pas peur de faire le sale boulot. En Italie, ce sera Mussolini, et en Allemagne, ce sera Hitler, avec ses troupes de choc, les SS, et des régiments populaires massifs, les SA. Bref, les leaders fascistes sont avant tout des leaders de milices anti-ouvrières financés par les cartels de l'industrie lourde. En 1924, le mouvement nazi va rentrer en pause, et je vous explique pourquoi. L'étouffement de l'économie allemande est une aubaine pour l'impérialisme français et pour l'impérialisme britannique qui peut alors bien plus se développer. Mais ça commence à inquiéter un petit peu l'impérialisme états-unien qui se dit que bon, il y a peut-être un risque révolutionnaire et que surtout eux, ils sont en boom économique et qu'il y a peut-être moyen de se faire du fric avec cette histoire. L'impérialisme états-unien planifie donc des prêts de 5 milliards de dollars aux industriels allemands entre 1925 et 1929. L'objectif, c'est de relancer l'immense industrie du pays, d'orienter la production vers l'exportation pour l'intégrer aux lignes de production états-uniennes qui profitent alors d'une grande force de production pour pas cher. La production relancée, les profits repartent et les industriels commencent à rembourser les emprunts avec les intérêts au grand plaisir des banques états-uniennes. Pour rappel, à ce stade-là du capitalisme, les cartels bancaires et industriels sont fusionnés. Donc quand les banques envoient de l'argent en Allemagne, elles négocient aussi pour que ces entreprises industrielles puissent en tirer profit. Avec ces prêts, donc, l'industrie allemande trouve enfin des débouchés sur le marché états-unien et relance sa production. Les industriels retrouvent des profits et le mouvement nazi est donc devenu inutile et il est mis en pause par les industriels. Sauf que la crise de 1929, qui a été le sujet d'une vidéo au Canard, elle éclate. Et donc l'économie états-unienne s'effondre et l'industrie allemande se retrouve à nouveau sans débouchés et sans profit. Toutes les puissances européennes retirent leurs capitaux du pays, les banques allemandes menacent de faire faillite, donc l'État augmente encore les taxes sur la population pour renflouer ces banques-là et éviter la catastrophe. Sauf que la crise elle est quand même là, et la production manufacturière par exemple en Allemagne, elle chute de 40% avec la crise de 29. La pauvreté et surtout le chômage explosent. Bref, la situation elle est critique, plus que jamais, et les industriels ils doivent absolument trouver une solution, déjà pour retrouver des profits, et aussi pour gérer ces millions d'Allemands sans boulot et appauvris qui peuvent à tout moment aller les chercher. Le 11 octobre 1931, ces industriels constituent la plateforme nommée le Front de Habsbourg, annonçant qu'ils veulent mettre fin au parlementarisme, incapable donc de satisfaire leur intérêt de résoudre la crise, et de remplacer ça par un homme fort pour faire face à ce qu'ils appellent le chaos bolchevique.
Ouais, alors qu'ils sont embourbés dans une immense crise capitaliste qui a déjà causé des guerres et qui prépare la suivante, ils accusent quand même les bolcheviks qui n'ont rien à voir dans l'histoire que c'est eux les responsables. Non mais le culot des gars, le culot! Bref, il est maintenant temps pour ces industriels de prendre le pouvoir d'État et de régler leurs problèmes avec un programme très simple. La fin du traité de Versailles pour reconstituer une armée et relancer la production de l'industrie lourde par des commandes publiques militaires. 2. La conquête militaire et coloniale pour accéder à de nouveaux marchés, de nouvelles ressources et de nouvelles main-d'œuvre. 3. Un protectionnisme douanier pour empêcher la concurrence des impérialistes étrangers de concurrencer les monopoles nationaux. 4. Fin du parlementarisme inefficace pour un gouvernement fort et pro-industrie lourde. Bref, ils veulent relancer leur production grâce à l'économie de guerre et ils veulent choper de nouveaux débouchés grâce à des conquêtes militaires. Et qui va porter ce programme des cartels? Adolf Hitler et ses nazis. Pour prendre le pouvoir, les nazis peuvent déjà compter sur la police et les militaires qui sont largement dans leur poche. Mais ça ne suffit pas. Les industriels, ils veulent pousser toute la société à la guerre et donc il faut qu'ils arrivent à convaincre un maximum de personnes afin d'éviter les révoltes. Les industriels vont donc redynamiser le parti d'Hitler et l'utiliser pour se présenter aux élections. Et à partir de ce moment-là, les financements des cartels affluent vers le parti nazi. Tu as par exemple Emil Kirchhoff, le magnat de la grande région industrielle du Ruhr. Tu as Fritz Thyssen, le président du conseil de surveillance des aciéries réunies, ainsi que Hjalmar Schacht, l'ancien président de la Reichsbank. En 1930, avec l'argent des cartels, les nazis forment alors 1000 orateurs et organisent 100 000 réunions publiques partout dans le pays, le tout grâce à des voitures généreusement offertes par le cartel de l'industrie automobile. Avant la crise et le financement massif des cartels, le parti nazi n'avait fait que 2%. Et en 1930, après tout ça, ils obtiennent 18% des sièges, et puis 37% en 1932 et 43% en 1933. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'en pleine crise capitaliste, les nazis ont réussi à convaincre autant d'Allemands à se joindre à eux, tout en servant en même temps les intérêts de leurs généreux mécènes. C'est une partie de claquette historique que je vous explique ici. En Allemagne, avant la guerre, il y a eu une très forte croissance économique qui a formé ce qu'on appelle les classes intermédiaires, qui composent alors la moitié de la population. Ce sont des gens qui sont ni à la direction des grands cartels industriels, ni des ouvriers dans les usines. On a donc les fonctionnaires, les boutiquiers, les artisans, les techniciens, les notables, les administrateurs d'usines, les médecins. Cette classe intermédiaire n'est directement pas employée par le cartel et possède généralement avec lui un moyen de production, que ce soit une boutique, une petite usine, un atelier ou un cabinet. Mais avec la crise, tous ces gens-là, ils commencent à perdre beaucoup de clients, beaucoup d'argent, beaucoup de profits et petit à petit, ils perdent aussi leur statut et s'enfoncent dans la pauvreté. Leur fils qui avait pourtant réussi à faire des études à l'université, ils trouvent pas de boulot et leur fille, elle, ne trouve pas de fiancé et de dot. Leur situation est comme paralysée dans un appauvrissement permanent. Entre la guerre, les deux crises économiques et les plans de licenciement massifs du gouvernement, la classe moyenne s'effondre. Les petits industriels tombent en faillite face à la concurrence des gros industriels qui cherchent désespérément du rendement et les concurrences. Les commerçants se font racketter par ces mêmes cartels qui imposent des prix de monopole pour compenser leurs pertes. Les boutiquiers sont rongés par les impôts, les épargnants perdent ce qu'ils avaient en banque à cause de l'inflation, etc. La classe moyenne s'appauvrit encore et voit bien qu'il va falloir changer de système s'ils veulent sauver leur peau. Alors ils auraient pu rejoindre un mouvement communiste et révolutionnaire, comme ils ont fait certains en Allemagne et en Italie après la Première Guerre mondiale. Sauf que les partis communistes en Allemagne sont divisés, ils manquent d'initiative et beaucoup s'embourgeoisent au Parlement, de sorte qu'ils ne voient pas de véritable perspective à travers le mouvement révolutionnaire. Alors que les communistes auraient pu mener une bataille avec la classe moyenne contre les cartels, avec ces choix politiques, la petite bourgeoisie, elle ne voit le mouvement révolutionnaire que comme des prolos qui veulent réquisitionner leurs propriétés et leur faire devenir eux aussi des prolétaires. La classe moyenne est politiquement coincée entre le mouvement révolutionnaire et les cartels. Et c'est là où, précisément, le mouvement nazi va trouver sa force. Quand les petits bourgeois dénoncent les mouvements ouvriers qui veulent les spolier et imposent des jours de grève, les nazis, eux, ils vont jouer sur cette peur-là et propager l'idée que
le problème tient plus sur l'augmentation des salaires des ouvriers et de la finance juive, plutôt que sur les cartels industriels. Des juifs d'ailleurs qui sont suffisamment nombreux dans les commerces pour que les petits bourgeois non juifs rêvent de les dégager pour prendre leurs affaires, leurs marchés et leurs profits. Quand les petits bourgeois se sentent pris en étau entre le capitalisme des cartels et le socialisme des ouvriers, les nazis évoquent avec mystique un retour au quasi Moyen-Âge, au temps des corporations où les travailleurs indépendants décidaient de la production sans concurrence. Un mythe qui place les petits bourgeois au centre du jeu politique et leur donne de précieux privilèges. Les fonctionnaires déchus rêvent de revoir un État fort? Ça tombe bien. C'est ce que proposent les nazis. Les petits agriculteurs, eux, sont exploités par des propriétaires terriens et les industriels. Les nazis, eux, proposent ce que les socialistes ne proposent pas, c'est-à-dire le partage des terres, et en plus de ça, étendre l'empire allemand et donc augmenter la quantité de terres pour les paysans. Aux anciens combattants, les nazis promettent la guerre. À bas les communistes pacifiques, il y aura bien une revanche à la Première Guerre mondiale et au traité de Versailles. Aux jeunes, aux chômeurs et aux bandits, les nazis offrent enfin une perspective, un emploi dans une économie relancée ou un enrôlement dans l'armée pour une guerre enfin retrouvée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les prolétaires qui ont fait partie d'immenses mouvements syndicaux et politiques révolutionnaires parmi les plus grands d'Europe. Donc comment est-ce que les nazis ils vont jouer avec ça? En fait, ils vont réutiliser des termes marxistes pour les renverser. Ils parlent par exemple de l'Allemagne comme une nation prolétaire qu'il va falloir libérer de l'entrave internationale grâce, je vous le donne dans le mille, au national-socialisme. Alors dit comme ça, vu de très très loin, ça peut ressembler un petit peu à du marxisme, mais concrètement, ça veut juste dire faire la guerre pour le profit des cartels industriels allemands. Un nationalisme qui gomme le clivage de classe pour éviter la rébellion, mais même sans clivage de classe, il reste quand même des patrons et des patrons qui décident à la place des ouvriers, faut pas déconner. Et plus les nazis vont se rapprocher du pouvoir, plus leur discours va être anticapitaliste pour essayer de choper l'électorat prolétaire. Mais quand les nazis, ils critiquent le capitalisme, en fait, ils le font d'une certaine manière. Par exemple, ils ne font que critiquer la concurrence internationale et les abus de la grande banque, en parlant de plutocratie et compagnie. Et ça tombe bien parce que le cartel de l'industrie lourde demande du protectionnisme, donc de lutter contre la concurrence internationale, et la réduction du capital financier pour renvoyer tout le pognon vers l'industrie lourde. En fait, les nazis arrivent à produire en peu de temps un grand discours très contradictoire et rempli de promesses irréalisables qui est à la fois anticapitaliste et soutenu par les cartels, défenseur des ouvriers et de leurs patrons, fédérant la haine du juif et du communiste en un seul discours nationaliste flou, dénonçant pour les fausses raisons l'effondrement économique, allant même jusqu'à promettre une toute nouvelle économie corporatiste. Sur les cendres de la révolution communiste, sur les ruines d'une société détruite par les crises capitalistes, les nazis conquièrent les masses, mobilisent son armée et prend finalement le pouvoir en 1933. Une fois au pouvoir, les nazis bâtissent leur État. Les vieux bourgeois politicards sont remplacés par des arrivistes nazis qui apportent du sang neuf dans cette bourgeoisie. Ce sont des anciens hors-la-loi, des chômeurs, des prolétaires ou encore des petits bourgeois déchus comme Hitler. Les SA, la branche populaire de la milice nazie, est purgée pendant la nuit des longs couteaux pour abattre les petits chefs et éviter la révolte du peuple et des pauvres qui vont bien vite se rendre compte qu'il y a un petit peu arnaque sur la marchandise. Les partis et les syndicats révolutionnaires sont réprimés et puis même interdits après l'incendie du Reichstag, et puis les pleins pouvoirs sont finalement donnés à Adolf Hitler. Le corporatisme promis ne sera jamais mis en place, ni le partage des terres aux paysans d'ailleurs, vu qu'avec la mécanisation et la chimie, l'agriculture devient une affaire d'industriels avec d'immenses champs, donc les paysans ne sont plus utiles et sont envoyés à la guerre. L'État nationalise aussi les banques, et l'objectif de faire ça, c'est d'avoir une vision parfaite de l'économie allemande, de contrôler chaque transaction, de maîtriser le crédit et pouvoir orienter l'économie allemande tout entière. La priorité est évidemment donnée à la relance de l'industrie lourde, avec des commandes massives pour l'armée. Il planifie la construction de mines et d'usines de raffinage dans tout le pays pour rendre l'Allemagne autonome en matière première. Tout est planifié de la production jusqu'au prix final par l'État. Entre 1933 et 1936, la main-d'œuvre salariée augmente de 125%. C'est-à-dire qu'elle a plus que doublé, ce qui est énorme. Autre chiffre intéressant, cette augmentation elle concerne quasiment que l'industrie lourde. Parce que la main-d'œuvre qui concerne l'industrie des biens de consommation, par exemple, elle n'a augmenté que de 12%. La puissante industrie allemande redémarre, multiplie sa production,
et se prépare à la guerre. Des canons et des chars qui sortent des usines allemandes sont envoyés à l'Est pour conquérir de nouveaux territoires avec de nouvelles terres, de nouveaux marchés, de nouvelles usines et de précieuses matières premières. Enfin, l'impérialisme allemand peut se développer grâce au nazisme. Au niveau de la structure du pouvoir, les principaux cartels allemands sont toujours contrôlés par les mêmes industriels qui en tirent profit et qui avaient financé Hitler. En fait, il faut voir les choses comme une espèce de fusion entre l'État et les cartels qui s'associent totalement pour planifier leur production. Mais dans le même temps, l'État va permettre la création de petites entreprises privées dans quelques secteurs où ils ont besoin d'innovation, notamment au niveau de l'armement. Les jeunes bourgeois vont alors créer plein de petites startups qui vont être ensuite intégrées à l'État cartel. Grâce au nazisme et à la planification d'État et l'économie de guerre, tu as toute une nouvelle bourgeoisie qui émerge, contrôlés par les nazis. Les industriels crapuleux sont d'ailleurs récompensés par des titres genre industriel membre du parti ou entrepreneur technicien ou encore fonctionnaire manager. Voilà, des vraies startups. Bref, voilà à quoi ressemble l'économie nazie à la veille de la guerre. Un cartel-État accompagné d'une petite cour capitaliste, le tout centré sur la production de l'industrie lourde et l'économie de guerre. Une véritable dictature des cartels très violente qui mate la population et qui donne envie à pas mal d'industriels européens. D'ailleurs, pour la petite histoire, les impérialistes états-uniens soutiennent fortement le gouvernement nazi en espérant que la relance sera suffisamment forte pour rembourser notamment leur crédit bancaire, tu sais, de 1925. D'où le fait que tu as énormément d'États-Uniens, notamment Henry Ford, qui vont soutenir et accompagner les nazis au pouvoir. Et la suite, vous la connaissez. Les conquêtes militaires se multiplient, l'État cartel allemand ambitionne de redevenir un empire, certains États et industriels étrangers collaborent avec lui, comme en France, quand tu as par exemple l'impérialisme britannique qui résiste pour ne pas voir ses marchés et ses colonies être contestés par un empire allemand beaucoup trop puissant. Après avoir collaboré avec Hitler, Staline se lance à la guerre quand ses terres sont menacées. L'armée rouge résiste et se rapproche peu à peu de Berlin. L'impérialisme états-unien, jusque-là bien content de juste vendre des armes, protégé tu sais par l'océan Atlantique, commence à se mobiliser et débarque en France pour empêcher que l'URSS ne conquiert toute l'Allemagne. Hitler finira par se suicider dans son bunker. Quant au bilan humain de la guerre, lui aussi vous le connaissez. Bref, voilà ce que c'était le nazisme. C'était d'abord un mouvement anti-révolutionnaire né le lendemain de la révolution soviétique, un mouvement financé et porté par les bourgeois de l'industrie lourde allemands et italiens qui, sans colonie, n'arrivaient plus à générer de profit. Et c'est le nazisme qui a porté les intérêts politiques et économiques de ces cartels, avec le protectionnisme, la commande militaire massive de l'État et l'expansionnisme territorial pour enfin établir un impérialisme allemand. Mais le nazisme, ce n'est pas que un complot d'une partie de la bourgeoisie, c'est aussi un mouvement qui était populaire. Porté par l'humiliation de la guerre et par l'appauvrissement généralisé de la population, les nazis ont su construire un discours suffisamment contradictoire et flou pour convaincre les petits bourgeois désargentés, les fonctionnaires licenciés, le prolétariat appauvri, les anciens militaires traumatisés et les nationalistes endoctrinés par des années et des années de propagande militaire. Puis, le nazisme, c'est aussi le résultat de l'échec du mouvement révolutionnaire. Le mouvement révolutionnaire en Allemagne était le plus puissant d'Europe, et au lendemain de la Grande Guerre capitaliste, ils auraient pu prendre le pouvoir. Sauf qu'ils n'ont pas pu tenir face à l'armée et face aux nazillons comme Hitler qui les ont massacrés. Ces révoltés assassinés ont laissé place à des représentants ouvriers qui ont pataugé des années entières à refuser d'organiser une révolution et à regarder pacifiquement depuis leur siège parlementaire les milices fascistes se constituer sur les ruines d'un pays ravagé par le capitalisme. D'où le fait que lorsqu'on regarde les crises capitalistes et les guerres arriver tout autour de nous, il ne faut pas se louper, il faut faire les choses sérieusement. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et elle vous a en tout cas, quoi qu'il arrive, été offerte par les donateurs du Canard Réfractaire. Chaque année, en fait, on lance un financement participatif pour qu'on puisse travailler un an de plus. C'est-à-dire un an de vidéos historiques, d'analyses nationales et internationales, un an de quotidienne d'actualité. Bref, on est candidat, comme vous le savez, pour devenir votre média de révolte. Et pour ça, on a besoin de financement pour continuer à nous développer. La cagnotte qu'on lance, vous pouvez y participer de plein de façons différentes, par internet, par PayPal, par chèque, par virement ou par don mensuel,
Tout est disponible évidemment en description. C'était le 6e épisode de cette série Capitalisme, avec Kuro au montage et Déby aux recherches et à la relecture. Et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Canard Réfractaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, notamment l'épisode 7 qui va parler des États-Unis et de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Sur ce, des bisous et à la prochaine.